La DGZ, mes amis, parlons-en. La zone économique spéciale. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que ces modèles d'industrialisation peuvent avoir des conséquences néfastes sur le monde paysan, les producteurs, ainsi que sur les salaires. Vous savez, ces modèles d'industrialisation-là, ce n'est pas seulement au Bénin que ça a commencé. Nous avons déjà des antécédents, que ce soit en Asie ou même en Afrique. Vous pouvez aller voir en Chine, au Bangladesh, en Philippines, en Afrique, au Kenya, en Éthiopie, etc. En des termes plus simples, c'est une zone qu'un État décide de laisser aux industriels, la plupart du temps étrangers, leur donnant beaucoup de facilités sur les impôts, sur les formalités juridiques et les formalités administratives pour qu'ils puissent transformer la matière première. Pour être encore plus simple, c'est une délocalisation des industries vers notre pays. Et vous allez constater que tous les produits qui sortent de cette zone industrielle-là ne sont pas commercialisés sur le territoire national parce qu'ils sont voués à l'exportation. Il y a même un test de loi qui encadre tout ça. Pour des analyses plus poussées, je vais revenir sur ça et je vais vous lire quelques articles pour que vous-même vous puissiez voir et que vous puissiez comprendre. Je vais donc vous parler des avantages, des inconvénients et vous dire à la fin est-ce que c'est un bon choix ou pas. Ou est-ce qu'il y a d'autres modèles qu'on aurait pu prendre. Vous savez, pour les quelques avantages que ce mode d'industrialisation peut avoir pour nous, les pays qui accueillent ces industriels-là, c'est le paiement de quelques taxes et le boost de l'emploi. Dans les types de pays que nous avons où le chômage est endémique. Maintenant, quels sont les inconvénients sur le monde paysan, les producteurs et les salaires? Vous savez, comme j'ai dit, ces industriels-là, ils s'approchent de la matière première à bas coût. Donc forcément, les gouvernants ou les pays qui les accueillent vont tout faire pour maintenir les prix des matières premières fixes. Vous comprenez maintenant pourquoi notre État fait tout pour imposer certains prix de certaines matières premières. Parce que si jamais cette matière première était vendue plus cher ailleurs que dans ces zones-là, c'est-à-dire dans les pays limitrophes, ça va couper l'approvisionnement de ces industries dans ces zones-là. Et forcément, les poussant à fermer et à ramasser le clic-clac et partir. Les exemples sont nombreux, que ce soit en Chine ou en Afrique. Vous pouvez aller faire vos recherches. Voilà pourquoi les décisions de notre gouvernement, moi, ne m'étonnent pas. Que ce soit sur le code de travail, par rapport à l'embauche facile ou au licenciement aussi très facile, ça ne m'étonne pas. Les impositions aussi des prix sur les matières premières, poussant nos paysans et nos agriculteurs à vendre forcément à un prix fixe ou à être des contrebandiers et les appauvrissant du coup. C'est la même chose au niveau des salaires. Si jamais il y a des hausses de salaire dans ces pays qui accueillent ces industriels-là, ils vont prendre les clics et les claques et vont partir. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est de la marge. C'est ça, c'est le capitalisme. C'est violent et c'est comme ça. Beaucoup de pays se sont retrouvés dans ce piège-là. Ne pouvant pas augmenter leur salaire, leur SMIC. Pourtant, ils voient leur peuple souffrir, mais ne peuvent rien faire. Parce que sur le fond, ces industriels vont partir et laissant des milliers de personnes au chômage. Donc, c'est ce que je dis. Soyons très intelligents et ont la capacité d'analyse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et il ne faut pas que le capitalisme nous rende encore esclaves chez nous. Cela dit, mes chers amis, est-ce que c'est un mauvais choix? Moi, je vais dire non d'entrée de jeu. Seulement que c'est la praticabilité qui est très mauvaise. Parce que si on avait étudié et qu'on avait vu comment ça s'est terminé ailleurs, nous aurions dû prendre nos précautions. La première solution, c'est de créer des champions locaux. Comme ce que le Nigeria fait, en confiant des secteurs stratégiques comme le pétrole, le gaz, le ciment aux locaux. Parce que eux, en prenant leur matière première, en la transformant et en l'exportant, non seulement créent de la valeur ajoutée, non seulement paient des impôts et des taxes, créent aussi de l'emploi et surtout gardent ces capitaux qu'ils diversifient un peu partout dans le tissu économique du pays, créant ainsi un boom économique. Aujourd'hui, les réalités sont là. Le Nigeria, c'est la première économie africaine. La DGZ, est-ce un mauvais modèle d'industrialisation de notre pays? J'avais déjà fait une première partie. Vous pouvez aller suivre la vidéo pour mieux comprendre cette suite-là. D'entrée de jeu, ma réponse est non. Ce n'est pas un mauvais modèle. Tout le monde veut voir son pays industrialisé. Transformer ses matières premières, mettre une valeur ajoutée à cette matière première avant de l'exporter. Créer des emplois chez eux. Mais vous savez, il y a des gens qui se contentent de la façade. Il y a d'autres qui aiment voir ce qui se trouve derrière la façade. Je fais partie de ces personnes-là. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Ce modèle d'industrialisation a des avantages. Créer tout de suite de l'emploi.
avoir une valeur ajoutée sur les matières premières avant exportation, avoir des impôts, des taxes, c'est bon. Mais comme j'ai dit aussi, ce n'est pas ici seulement au Bénin que ça a commencé. Nous avons déjà eu ces exemples-là, que ce soit en Asie, en Afrique. Et nous savons comment ça a commencé et comment aussi ça a fini. Étant des êtres dotés de raison, est-ce que nous serons là à regarder les mêmes conséquences nous arriver? Beaucoup m'ont demandé qu'est-ce qu'on propose comme solution. Il y a d'autres qui ont mis en doute ma capacité de réflexion et d'analyse. Mais ces gens de commentaires, vous savez, là on les met. Avant d'en venir aux solutions, j'aimerais encore vous expliquer un peu comment ce genre de modèle peut impacter durablement notre écosystème socio-économique. Je ne me fais pas intelligent plus que d'autres. J'ai juste une capacité d'analyse. Regardez un tout petit peu avec moi. La plupart de ces gens-là qui viennent s'installer dans ces zones économiques spéciales sont des étrangers. Et quand ils sont là, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour se faire du chiffre. Il faut acheter la matière première à bas coût. Il faut payer les salaires très bas pour pouvoir se faire les marges. Une fois que la matière première augmente de prix, une fois que les salaires s'élèvent, ils prennent le clic, les claques, ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé en Chine et en Asie. Allez vérifier. Vous pouvez comprendre aisément pourquoi notre État fait tout pour contrôler les prix des matières premières. Et les conséquences sont là. Les producteurs ne pourront pas vendre, non seulement au juste prix, mais ne pourront pas jouir de leur culture. Donc forcément, les appauvrissant. Et ça va plus loin. Ce n'est pas seulement que les producteurs. Ça touche même au panier de la ménagère. Donc à notre vie, à tous. Parce que, par un effet de domino, le paysan vendait son coton, son soja, ses noix de nacade correctement, il est tranquille, il vit bien. Mais du moment où il ne fait plus de la marge, il va vouloir combler forcément les trous pour maintenir son train de vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le prix du maïs et du mil. Voilà donc une conséquence directe. Ce n'est pas parce que nous avons les poulets que les prix se rehaussent. Non, non, non. C'est à cause d'une politique mise en place. Cause, effet. On aurait pu peut-être éviter tout ça si on avait créé des industriels béninois ou africains. Au pire, l'avantage de créer des champions locaux comme au Nigeria, c'est de non seulement avoir des businessmen qui vont comprendre la réalité du milieu, qui seront prêts à payer les matières premières au juste prix, qui vont non seulement transformer ces matières premières, créer de l'emploi sur le territoire, et les marges qu'ils feront, les capitaux qu'ils auront, le réinvestir dans le tissu économique pour créer un boom économique. C'est ce qui s'est passé au Nigeria avec les Dangote et autres, qui sont dans le pétrole, le gaz, le ciment, etc. Dans notre pays ici, tout semble faire croire qu'on fait tout pour les chasser. Certes, ça peut être une méthode difficile et une méthode longue à mettre en place, mais c'est une méthode qui sera durablement bénéficiable pour le pays. La deuxième solution, c'est celle des monarchies pétrolières, comme Dubaï et le Qatar. Chez eux, quand vous venez investir, quelle que soit votre puissance monétaire, vous êtes obligé de collaborer avec des businessmen locaux. Si vous faites du chiffre d'affaires, vous partagez ce chiffre d'affaires-là, même si le reste va dans votre pays, au moins les locaux peuvent utiliser les capitaux qui vont réinvestir dans d'autres secteurs de leur pays. C'est la préférence nationale. J'avais déjà abordé ce thème-là en haut. Voilà un peu comment on aurait pu parfaire ce modèle d'industrialisation-là pour être bénéficiaire. Parce que nous ne voulons plus une recolonisation économique. Geoffroy Kintaga, j'ai dit.